père veuf, Lucas Dubois se démenait dans son petit appartement avec son nourrisson hurlant de douleur lorsqu'un coup violent et précipité ébranla sa porte d'entrée. En l'ouvrant, il vit un couple âgé, recroquevillé sur le seuil, leurs manteaux légers complètement détrempés, leurs mains agitées de tremblements incontrôlables dus au froid glacial. Bien que Lucas ait du mal à survivre, il s'effaça pour laisser passer le couple grelottant dans la chaleur de son modeste salon et leur servit un repas chaud. Il ignorait alors que leur récit allait bouleverser leurs existences à jamais. Le silence régnait dans l'appartement, seulement troublé par les faibles plaintes d'un bébé de 5 mois qui pleurait par intermittence depuis 2 longues heures. Lucas Dubois faisait les 100 pas dans son petit salon, sa fille Chloé blottie contre son épaule, son petit corps tendu par les coliques qui s'intensifiaient chaque nuit. « Chut, ma petite. Chut, papa est là. Je sais que tu as mal. » 6 mois s'étaient écoulés depuis l'accident qui lui avait ravi Jennifer. 6 mois depuis qu'il avait perdu toute foi en la justice de ce monde. Il était 19h43, un vendredi soir de la fin de novembre, et Lucas était au bout du rouleau. La première grande vague de froid avait durement frappé la Provence. Les températures plongeaient vers 0 degré, une situation rare pour la région, mais pas totalement inconnue. On avait même annoncé de la neige pour plus tard dans la nuit, une perspective quasi apocalyptique pour une région paralysée au moindre signe de gel. Lucas avait tout tenté pour soulager Chloé. Les exercices de pédalage que le pédiatre avait conseillés, les gouttes anti-gaz qui lui coûtaient une fortune pour un résultat nul. Tourner en rond jusqu'à l'épuisement, fredonner toutes les berceuses qu'il connaissait. Rien n'y faisait. Les pleurs de Chloé s'étaient transformés en cris perçants. Son petit visage était devenu pourpre. Son corps se tordait de douleur. « Je sais, mon trésor. Je sais. Pardonne-moi. Je ne sais pas comment t'aider. » C'est alors qu'on frappa à la porte. D'abord timidement, avec hésitation, puis avec une insistance croissante, pressante. Lucas s'immobilisa. Personne ne venait jamais frapper chez lui à 19h43 un vendredi. Ses voisins, dans ce vieil immeuble, étaient plutôt solitaires. Son frère, Antoine, ne lui avait pas adressé la parole depuis 3 semaines, depuis leur dernière dispute où il l'avait exhorté à reprendre sa vie en main. Ses quelques amis d'avant la mort de Jennifer avaient cessé de prendre de ses nouvelles depuis longtemps. Les coups reprirent, plus désespérés cette fois, presque paniqués. La première réaction de Lucas fut de ne pas répondre, de prétendre être absent. Il avait bien assez de soucis comme ça. Un bébé en pleurs, des frais médicaux qui s'entassaient, un poste dans une agence immobilière commerciale qui suffisait à peine à payer le loyer et le strict nécessaire. Un logement qui portait encore l'empreinte olfactive du shampoing de Jennifer, malgré 2 lavages intensifs. Il n'avait aucune place pour les drames des autres dans sa vie. Mais Chloé criait déjà à plein poumon. La personne à la porte savait qu'il y avait quelqu'un. Et il y avait dans cette urgence, dans ce désespoir palpable, quelque chose qui résonna profondément en Lucas. Il s'approcha de la porte, continuant de bercer une Chloé toujours en larmes, et jeta un œil par le Judas. Un couple de personnes âgées se tenait là, enveloppées dans des manteaux fins, manifestement insuffisants pour ce froid mordant. La chevelure argentée de la femme était en désordre, et même à travers la lentille déformante, Lucas discerna ses yeux rouges et enflés. L'homme à ses côtés, aux cheveux blancs et à la silhouette voûtée, la serrait contre lui comme pour l'empêcher de tomber. Il semblait terrifié, à bout, complètement perdu, comme des gens au bord du gouffre. La main de Lucas s'attarda sur le verrou. « Mêle-toi de tes affaires. Tu as déjà assez de problèmes. Il pourrait être mal intentionné. Ça pourrait être une ruse. » Mais leur posture, la façon dont la main de la femme s'agrippait au manteau de l'homme, tel un naufragé à sa bouée, le visage usé de l'homme, creusé par la détresse et la honte, tout cela l'empêcha de tourner les talons. Il reconnaissait cette expression, il l'avait arborée lui-même 6 mois plus tôt. Et s'il blessait Chloé? Si c'était une erreur monumentale? Mais la femme tremblait si fort qu'elle chancelait. Ses lèvres avaient une teinte violacée, visible même à travers le Judas. Lucas prit une décision. Il déverrouilla la porte. Le regard de la femme se porta d'abord sur le bébé hurlant dans ses bras, puis sur son visage. Un mélange de soulagement et de culpabilité traversa ses traits. « Oh, mon Dieu! Je suis navré de vous importuner. » Sa voix était éraillée, comme si elle avait pleuré durant des heures. « Je vois que vous avez les mains pleines. C'est juste que... nous ne savions pas où aller.
Aidez-nous, je vous en prie. Lucas dut hausser le ton pour se faire entendre par-dessus les cris de Chloé. Quelle sorte d'aide? L'homme prit la parole, la voix chevrotante de froid et d'autre chose. La peur, peut-être. La honte. Cette honte qui vous étreint quand vous devez implorer l'aide d'inconnus. Nous sommes égarés. Cela fait des heures que nous marchons, cherchant notre maison. Le froid est devenu insupportable et notre téléphone est hors service. Et ma femme, Monique, elle ne va pas bien. Nous voudrions juste nous mettre au chaud un instant. Peut-être utiliser votre téléphone. S'il vous plaît, monsieur, nous ne vous dérangerions pas si nous n'étions pas au désespoir. Lucas les examina attentivement. Leur manteau était léger, élégant, parfait pour un mois d'octobre. Pas pour une nuit où les températures frôlaient le zéro et où la neige menaçait. Ils n'avaient ni gants, ni écharpe. Les mains de Monique étaient secouées de tels tremblements qu'elle pouvait à peine se tenir droite, et ses lèvres avaient cette couleur bleutée que Lucas associa immédiatement à ses cours de secourisme. Un signe précoce d'hypothermie. Chloé se mit à crier encore plus fort, son petit corps secoué de spasmes douloureux. L'expression de Monique changea du tout au tout, la peur panique laissant place à un air de reconnaissance, d'inquiétude, l'instinct d'une personne ayant passé sa vie à s'occuper d'enfants. Ce bébé a la colique, affirma Monique avec une assurance surprenante. Sa voix, soudainement ferme, domina les pleurs de Chloé. Une forte colique. Je le reconnais à ses cris. Ça dure depuis longtemps? 2 heures ce soir. 5 mois au total. Le médecin dit qu'il faut juste patienter. Rien ne la calme. Permettez-moi. Les mains de Monique s'avançaient déjà, un geste instinctif, automatique. La mémoire de son corps, façonnée par des décennies de maternage, prenait le pas sur sa propre détresse. L'instinct de Lucas lui hurlait de refuser. Ne fais pas entrer d'inconnus. Ne confie pas ton enfant à des étrangers. S'il mentait? Si c'était une mise en scène? S'il lui faisait du mal? Mais Chloé souffrait le martyre, et il se sentait si impuissant. Et dans le regard de cette femme, il y avait une lueur de savoir-faire authentique, d'une réelle compassion. De plus, elle semblait sur le point de s'évanouir à cause du froid. S'il refermait la porte, il risquait de ne pas survivre à la nuit. Lucas hésita une seconde de plus, son regard allant du couple âgé en détresse à sa fille en pleurs. Puis il s'écarta. Entrez, je vous en prie. Mais je dois être franc. Je garde mon téléphone sur moi. Je ne vous connais pas et la sécurité de ma fille passe avant tout. J'espère que vous le comprenez. Le soulagement qui se peignit sur leur visage fut si intense qu'il en était presque douloureux à regarder, comme s'il venait de leur jeter une corde alors qu'ils étaient sur le point de sombrer. Évidemment, s'empressa de dire l'homme. Vous avez raison d'être prudent. Nous comprenons. Nous sommes justes. Merci. 1000 fois merci. Oh, merci, sanglota Monique. Nous ne resterons pas longtemps, c'est promis. Juste le temps de nous réchauffer. Lucas les introduisit dans son petit salon, douloureusement conscient du désordre qui y régnait. Des jouets d'enfants jonchaient le sol. Son dîner, un simple sandwich à moitié entamé, traînait sur la table basse. Une pile de linge attendait d'être pliée depuis 3 jours. Tout dans cette pièce criait l'épuisement et le laisser-aller. Son téléphone, dans la poche arrière de son pantalon, lui rappelait sa présence rassurante, prêt à composer le numéro d'urgence au moindre soupçon. « Asseyez-vous » dit Lucas, sa voix luttant contre les cris de Chloé. « Je vous apporte de l'eau, et j'augmente le chauffage. » Il se dirigea vers le thermostat et le régla sur 24 degrés, sans se soucier de l'impact sur sa prochaine facture. Jean et Monique étaient si secoués de frissons que tout leur corps tremblait. Une partie de lui restait sur ses gardes, les observant du coin de l'œil, le téléphone à portée de main. Mais une autre partie ne pouvait ignorer la simple humanité de la scène. C'étaient des êtres humains en détresse. C'était un fait indéniable. Lucas ouvrit le placard de l'entrée et en sortit une épaisse couverture en polaire, un cadeau de la mère de Jennifer de Noël auparavant. Il avait eu du mal à la regarder depuis les obsèques. Mais face aux lèvres bleuies de Monique et aux mains tremblantes de Jean, il n'hésita pas. Il enveloppa d'abord Jean dans la couverture, la posant délicatement sur ses épaules, par-dessus le manteau de Lucas. « Tenez, il faut vous réchauffer progressivement.
vous êtes un homme bon, dit Jean, la voix cassée par le froid et l'émotion. Lucas acquiesça et se tourna vers Monique. Madame, j'en ai une autre. Souhaitez-vous? Mais Monique tendait déjà les bras vers le bébé, toute sa posture transformée, empreinte d'une assurance et d'une sagesse ancestrale. Lucas observa ses mains tremblantes, la détresse dans ses yeux, et la manière dont elle se mouvait déjà avec l'aisance de quelqu'un qui avait l'habitude des nourrissons. C'est peut-être une folie, mais elle est glacée. Et Chloé ne s'arrêtera pas de crier. D'accord, dit Lucas avec précaution, gardant une certaine distance. Mais je ne bouge pas d'ici. Et si quoi que ce soit me semble suspect? Nous comprenons, affirma le vieil homme. C'est déjà une grande bonté de nous avoir ouverts. Lucas déposa Chloé dans les bras de Monique, l'œil aux aguets, prêt à la reprendre à la moindre alerte. Monique modifia aussitôt la position du bébé, la plaçant sur le ventre le long de son avant-bras, sa tête dans le creux de sa main, ses petites jambes pendant de part et d'autre. Puis elle entama un massage doux mais ferme du dos de Chloé, un geste rythmé, précis, exercé avec la juste pression. Des gaz, murmura Monique, entièrement absorbée par le bébé, malgré ses propres tremblements. La pression sur le ventre aide, et cette posture utilise la gravité. J'ai eu 2 filles, 5 petits-enfants, et j'ai travaillé 7 ans dans un cabinet de pédiatrie avant ma retraite. Elle marqua une pause avant d'ajouter doucement, les coliques s'estompent souvent vers 5 ou 6 mois. J'aide juste le bébé à trouver un soulagement plus rapide. Lucas la regardait, immobile, la main toujours à proximité de son téléphone. Mais ce qu'il voyait n'était pas une menace, c'était une expertise. Une part de sa méfiance s'envola. Cette femme tenait son bébé en pleurs alors que ses propres mains étaient encore engourdies par le froid. Quelle que soit son histoire, cet instinct maternel ne pouvait être feint. Je vais vous préparer quelque chose de chaud à boire, dit Lucas en se dirigeant vers la cuisine, et à manger. À quand remonte votre dernier repas? Ce matin, répondit Jean d'une voix faible. Nous avons pris le petit déjeuner à l'hôtel avant que Nicolas ne passe nous prendre. Il était environ 8 heures. Lucas regarda l'heure. Presque 20 heures. 12 heures sans manger. Il s'activa dans sa cuisine avec une nouvelle assurance, sans plus jeter de regards inquiets par-dessus son épaule. De là, il pouvait les voir distinctement. Jean, emmitouflé dans la couverture. Monique, entièrement dévouée à Chloé. La soupe de l'avant-veille était toujours au réfrigérateur. Une soupe de poulet et vermicelle faite maison, apportée par sa voisine, Madame Moreau, qui avait entendu les pleurs de Chloé à travers le mur. Lucas n'y avait presque pas touché. Il la versa dans une casserole et alluma le feu. Pendant qu'elle réchauffait, il fit bouillir de l'eau pour une tisane. Il retrouva la camomille que Jennifer adorait. Ça apaise, lui disait-elle. Il prépara 2 tasses. Il trouva le miel qu'elle utilisait toujours. Son écriture était encore sur le pot. Miel spécial de J. Pas touche, Lucas. Il sentit sa gorge se nouer, mais il continua. Il sortit du pain, encore frais, heureusement, et prépara 4 tartines beurrées. Simple, chaud, facile à digérer. Comme disait sa mère, un plat réconfortant n'a pas besoin d'être compliqué, il doit juste être fait avec amour. Les cris de Chloé commencèrent à s'atténuer, se muant en gémissements, puis en hoquets, avant de cesser complètement, par un miracle inattendu. En moins de 7 minutes, cet inconnu avait réussi là où Lucas avait échoué pendant 5 mois de nuit blanche. Les paupières de Chloé se fermèrent. Elle dormait. Le silence qui s'ensuivit était irréel, comme si le monde venait de basculer. Lucas se rendit compte qu'il avait coupé sa respiration. Sa main s'éloigna de son téléphone. « Je la garde encore un peu », dit doucement Monique, continuant son léger balancement, ce rythme universel de toutes les grand-mères. Il faut qu'elle reste comme ça au moins un quart d'heure, sinon les gaz reviennent. La pauvre petite. Elle souffre depuis longtemps, n'est-ce pas? Oui, la voix de Lucas était enrouée. Oui, depuis longtemps. La bouilloire se mit à siffler. Lucas versa l'eau chaude sur les sachets de tisane, ajouta du miel dans chaque tasse et remua. La soupe frémissait maintenant, emplissant le petit appartement d'une odeur de poulet et d'herbe, et d'un parfum de normalité retrouvé. Il leur apporta d'abord la tisane, la posant sur la table basse à leur portée. Attention, c'est très chaud, mais ça vous réchauffera de l'intérieur.
Vous n'auriez pas dû vous donner tant de mal, dit Monique, les yeux brillants de reconnaissance. Vous êtes gelé et affamé, répondit simplement Lucas. C'est la moindre des choses. Jean saisit sa tasse de ses mains tremblantes, la tenant comme un trésor. La vapeur lui montait au visage, et Lucas le vit fermer les yeux, s'imprégnant de l'arôme. De la camomille, dit doucement Jean. La préférée de Monique. La mienne aussi, ajouta Monique. Ma mère m'en préparait quand j'étais enfant et que quelque chose n'allait pas. Lucas retourna à la cuisine, remplit 2 bols de soupe ou les beaux bols, ceux qui conservaient la chaleur, et les apporta sur un plateau avec les tartines. Il déposa le tout délicatement sur la table basse. Ce n'est pas grand-chose, dit Lucas, mais c'est chaud, et c'est un vrai repas. Servez-vous, je vous en prie. Jean s'était laissé tomber dans le fauteuil de Lucas, toujours enveloppé dans son manteau fin sous la couverture. Sous la lumière crue de l'appartement, ses mains usées par le temps tremblaient. Lucas remarqua leur extrême fatigue. Ils n'étaient pas seulement fatigués, ils étaient à bout de force, comme vidés de leur substance. Mais tandis que Jean portait la première cuillère de soupe à ses lèvres, et que Monique parvenait à manger un morceau de tartine tout en berçant Chloé, Lucas vit une lueur d'espoir renaître sur leur visage. Cet espoir qui naît d'un geste de bonté inattendu dans les ténèbres. « Je m'appelle Jean Bernard », dit l'homme en esquissant un sourire. « Et voici ma femme, Monique. Excusez-nous de nous être imposés de la sorte. Nous venons de vivre des jours effroyables. » Lucas prit son propre manteau accroché près de la porte et en couvrit les épaules de Jean, par-dessus la couverture. Le vieil homme le regarda, surpris, puis hocha la tête en signe de gratitude. « Je suis Lucas Dubois. Et elle, c'est Chloé. Vous ne vous imposez pas. » Il leur montra la nourriture. « Mangez. Vous me raconterez après. Vous disiez être perdu. » Notre gendre, Nicolas Duval, commença Jean, les mots se bousculant comme s'ils avaient été contenus trop longtemps. Il est conseiller financier. Il y a un mois, il nous a annoncé avoir trouvé la maison de nos rêves pour nous ici, en Provence. Il nous a convaincus de nous rapprocher de lui et de notre fille, Valérie, en nous assurant qu'il s'occuperait de tout. La vente de notre maison à Bordeaux, l'achat de la nouvelle, les démarches administratives. Nous lui avons fait une confiance aveugle. C'est la famille, après tout. Monique se redressa légèrement, ajustant sa position pour mieux tenir Chloé. Nous vivions à Bordeaux depuis 31 ans. Dans la même maison, rue de la Course. Nos 2 filles y ont grandi. Nicolas nous a dit qu'il était temps de vendre pour plus petit, de le laisser gérer. Il nous a décrit la maison en Provence comme un havre de paix pour notre retraite. Proche des parcs, un quartier tranquille. Il nous a même montré des photos. Lucas leur versa de l'eau. Un pressentiment désagréable s'emparait de lui. 10 ans dans l'immobilier commercial lui avaient appris à reconnaître les signes avant-coureurs d'une escroquerie. Jean but une longue gorgée d'eau avant de poursuivre. Nicolas est venu nous chercher à Bordeaux mardi matin. Il est arrivé vers 9 h et nous sommes arrivés en Provence aux alentours de midi. Il nous a laissés dans un café du centre, le Hibou Bleu, rue du Cygne. Il nous a dit « Attendez-moi là 20 minutes. Je dois juste passer à la banque pour les dernières signatures, et on va directement à la maison. » Nous avons attendu, sa voix se fit plus sourde. Jusqu'à 17h30 passées. Le café a fermé et nous a prié de partir. Notre téléphone portable, un vieux modèle à clapet, est tombé en panne. L'écran s'est brisé hier quand Monique l'a fait tomber, et impossible de le rallumer. Nous ne connaissons pas le numéro de Nicolas par cœur, il était enregistré dans le téléphone. On ne se souvient même pas de l'adresse de Valérie par ici. C'est toujours Nicolas qui organisait les visites, qui nous conduisait. Nous n'avions pas d'argent pour un taxi, ajouta Monique d'une voix éteinte, tout en continuant son balancement. Quelques pièces de monnaie, c'est tout. Alors on a demandé notre chemin pour le domaine des Saules. C'est là que Nicolas nous a dit que la maison se trouvait. Les gens nous ont donné des indications contradictoires. On a marché des heures dans le froid. La nuit est tombée. On a continué à marcher, à demander, à nous perdre davantage. Vers 20 h, on n'en pouvait plus. On a vu de la lumière à votre fenêtre et on a frappé. On n'avait pas le choix. Lucas a fait ça sur le canapé. Son flair d'enquêteur était en alerte.
Quelle est l'adresse exacte de la maison qu'il vous a achetée? 56 allée des Érables, répondit Jean sans hésiter. Au domaine des Saules. Nicolas nous a fait passer devant il y a 2 semaines, de loin. Il a prétendu que l'intérieur était en rénovation, qu'on ne pouvait pas visiter. Il nous a même montré des photocopies de documents. Tout semblait en règle. On est âgé, on n'a pas pensé à vérifier. Lucas avait déjà son ordinateur portable sur les genoux, ses doigts tapant frénétiquement sur le clavier. Le malaise s'intensifiait. Le domaine des Saules apparut à l'écran. Un quartier résidentiel récent, développé il y a 5 ans. Un bel endroit. Il chercha l'allée des Érables. La rue existait bien. Il accéda au registre foncier pour le 56 allée des Érables. Son cœur se serra. Jean, Monique, dit Lucas avec précaution, en leur montrant l'écran. Le 56 allée des Érables existe, mais la propriété a été vendue il y a 3 semaines à une famille Johnson pour 635 000 €. Ils y habitent déjà. Nicolas n'a pas pu l'acheter pour vous. Elle appartient à quelqu'un d'autre. Il a dû garder la différence. Le silence devint pesant. Les mains de Monique se crispèrent sur le dos de Chloé. Jean fixait l'écran, comme s'il s'attendait à ce que les informations changent. Pour combien Nicolas vous a-t-il dit avoir vendu votre maison de Bordeaux? Demanda Lucas, redoutant la réponse. 340 000 €, chuchota Jean. Il a dit que la nouvelle maison coûtait exactement la même chose. Une coïncidence parfaite, disait-il. Les mains de Lucas tremblaient alors qu'il consultait les archives immobilières de Bordeaux. Rue de la Course. L'annonce s'afficha. Vendu il y a 3 semaines. Prix de vente, 635 000 €. Votre maison n'a pas été vendue pour 340 000 €, dit Lucas, la voix étranglée par la colère. Elle a été vendue pour 635 000 €. Nicolas vous a volé 295 000 €. Et la maison qu'il prétendait vous avoir achetée. Elle ne lui a jamais appartenu. Il n'a jamais acheté de maison pour vous. Il a pris votre argent et s'est volatilisé. Monique laissa échapper un hoquet de douleur. Chloé s'agita dans son sommeil. Le visage de Jean devint cireux. Ce n'est pas. La voix de Jean se cassa. Nicolas ne ferait jamais ça. C'est le mari de notre fille. Il gère nos finances depuis 8 ans. Quand j'ai été opéré du cœur, à la mort de la mère de Monique, il s'est occupé de tout. Il est de la famille. C'est un escroc, trancha Lucas. Et il vous a abandonné dans le froid pour s'enfuir avec votre argent. Monique pleurait en silence maintenant, les larmes ruisselant sur ses joues tandis qu'elle continuait machinalement de calmer Chloé. Nous lui avons donné une procuration, un accès total à nos comptes. L'épargne de toute une vie était dans cette maison. Nous devions y finir nos jours, et à notre mort, Valérie et sa sœur Anne devaient hériter. Mais maintenant, il n'y a plus rien, conclut Jean. Nous avons 76 ans et nous n'avons plus rien. Pas de maison, pas d'économie, rien. Il leva des yeux dévastés vers Lucas. Où allons-nous aller? Nous ne pouvons plus travailler. Nous ne pouvons pas repartir de zéro. Nous sommes trop vieux. Où? Vous restez ici, déclara Lucas. Ils le regardèrent, stupéfaits. Pardon? Dit Jean. Ce soir, vous dormez ici. Demain, on contactera un avocat, on étudiera les recours possibles. Mais ce soir, vous restez. Vous êtes frigorifié, épuisé. Vous avez besoin de sommeil. J'ai une chambre. Je dormirai sur le canapé. Nous ne pourrions jamais, commença Monique. Vous venez de faire taire les pleurs de ma fille pour la première fois en 5 mois, l'interrompit Lucas. Et vous pensez que je vais vous laisser repartir dans ce froid? Non. Vous restez. Nous ne voulons pas être un poids, insista Jean. Mais Lucas décela une lueur d'espoir dans sa voix. Vous n'êtes pas un poids, dit Lucas, sa voix s'adoucissant. Il y a 6 mois, ma femme est décédée dans un accident. J'étais en train de couler. J'avais besoin d'aide, de quelqu'un à mes côtés. Personne n'est venu. Mon frère m'a dit d'assumer mes responsabilités. Mes amis ont disparu. Je sais ce que c'est que d'appeler à l'aide et de voir tout le monde vous tourner le dos. Il les regarda droit dans les yeux.
Je ne vous tournerai pas le dos. Vous avez besoin d'aide. Je peux vous l'offrir. C'est ainsi que les choses devraient se passer. Les gens devraient être là les uns pour les autres. Monique pleurait maintenant à chaudes larmes, mais un sourire se dessinait sur son visage. Chloé dormait paisiblement contre elle. Merci, murmura Monique. Merci de ne pas avoir refermé votre porte. Le lendemain matin, la lumière froide de novembre apporta avec elle le poids de la réalité. Lucas se réveilla sur son canapé à 6h30, le dos raide, désorienté un instant. Puis le souvenir lui revint. Jean et Monique étaient dans sa chambre. Chloé, dans son berceau. Monique l'avait couché la veille au soir, usant d'une technique de bruit blanc et d'emmaillotage savant. Le bébé avait dormi 5 heures d'affilée. 5 heures. Un luxe que Lucas n'avait pas connu depuis la mort de Jennifer. Il resta allongé, écoutant les bruits inhabituels, le léger ronflement de Jean, les pas feutrés de Monique qui allait sûrement voir Chloé. Dans quoi s'était-il embarqué? Il avait accueilli 2 inconnus, des gens ruinés, démunis, qui avaient besoin de tout. Son modeste salaire suffisait à peine pour lui. Les frais médicaux de Jennifer avaient englouti leurs économies. Il était à découvert à la fin de chaque mois, avec un bébé de 5 mois et un frère qu'il avait abandonné à son sort. Mais il entendit alors la voix douce de Monique dans la chambre de Chloé, fredonnant une mélodie tendre, suivie des gazouillis joyeux de Chloé en réponse. Pas de pleurs, des sons de bébé heureux. Lucas se leva et trouva Monique en train de changer la couche de Chloé avec une dextérité impressionnante. « J'espère ne pas vous déranger, » dit Monique. Elle s'est réveillée, je l'ai entendu. Vous devriez monter le son du babyphone. J'ai pensé m'en occuper pour vous laisser dormir. Pas du tout, au contraire. Lucas observait cette étrangère prendre soin de sa fille comme un membre de la famille. Vous avez bien dormi? Mieux que ces 3 dernières nuits. Ce lit est un vrai bonheur. J'en dors encore à poing fermé. Il n'a pas vraiment dormi depuis. Nicolas. Elle s'interrompit, reprenant contenance. Il faut appeler un avocat, dit Lucas doucement. Un ami, Stéphane Fournier. Il a géré la succession de ma femme. Il est très compétent et il acceptera de nous aider gratuitement. Gratuitement? Demanda Monique. Parce que nous n'avons plus un sou. Il nous aidera. Je l'appelle tout de suite. Stéphane Fournier décrocha à la 3e sonnerie. Il écouta le récit avec une colère grandissante et promit de passer pour le déjeuner. C'est un abus de faiblesse sur personne âgée, dit Stéphane, la voix crispée. Un cas d'école. Il me faudra des preuves, mais si vos dires sont exacts, Nicolas Duval encourt de lourdes peines. Peuvent-ils récupérer leur argent? Un long silence. Franchement, c'est peu probable. Ce genre d'individu dissimule les fonds, les transfère à l'étranger, se déclare insolvable. On peut tenter, mais les chances de succès sont minces. Je suis désolé, Lucas. Je ferai mon maximum, mais ils doivent se préparer à l'idée que l'argent est perdu. Après avoir raccroché, Lucas trouva Jean dans la cuisine, luttant avec la cafetière. Laissez-moi faire, dit Lucas. Elle a son petit caractère. Tout va bien? Demanda Jean, semblant encore plus âgé sous la lumière du matin. L'avocat vient à midi. Stéphane Fournier. Il va nous aider. Jean acquiesça lentement. Et après? Quand on aura la certitude que Nicolas a tout pris. On fait quoi? On devrait commencer à se renseigner sur les foyers, dit Jean à voix basse. Les structures pour seniors sans domicile. Ce n'est pas votre problème. Vous n'irez pas dans un foyer, déclara Lucas. Non. Il posa la cafetière avec fermeté. Je suis sérieux. Vous restez ici. On trouvera une solution, ensemble. On ne peut pas abuser. Vous n'abusez de rien. Le ton de Lucas était monté. Il respira profondément. Jean. Hier, ma fille a dormi 5 heures d'affilée pour la première fois de sa vie. Vous imaginez? J'étais à 2 doigts de craquer. Je me sentais sombrer. Monique arrive, et en 7 minutes, Chloé dort. Vous pensez que ce n'est rien? Jean baissa les yeux vers ses mains. Vous êtes bon, mais nous sommes des étrangers. Vous ne nous êtes redevables de rien.
C'est vrai. Je ne vous dois rien. Mais je choisis de vous aider. C'est ce que les gens normaux sont censés faire. La plupart des gens ne le font pas, murmura Jean. La plupart ferment leurs portes. Alors je ne suis pas comme la plupart des gens. Stéphane Fournier arriva à midi, l'air grave. Ils s'installèrent autour de la table de la cuisine pendant que Chloé faisait la sieste. Stéphane nota méticuleusement le récit de Jean et Monique. Les discussions avec Nicolas, la vente de la maison, les documents signés à la hâte, par confiance. Une procuration, dit Stéphane en secouant la tête. Le contrôle absolu. On pensait. La voix de Monique se brisa. C'est notre gendre. Comment aurions-nous pu douter? Parce que les gens sont parfois monstrueux, dit Stéphane, avant d'adoucir son ton. Je suis navré, mais c'est un cas classique d'exploitation. Laissez-moi quelques heures pour vérifier les registres et suivre la piste de l'argent. Je reviens vers 16 heures. À son retour, son visage en disait long. C'est pire que ce qu'on imaginait, annonça Stéphane en étalant des documents sur la table. Nicolas a monté une arnaque sophistiquée. D'abord, il a utilisé la procuration pour vendre votre maison à une société écran pour seulement 295 000 €. Puis, cette même société, dont il est le propriétaire occulte, l'a revendue immédiatement pour 635 000 € à un acheteur légitime. Il a empoché 340 000 €. Monique porta les mains à sa bouche. Jean resta pétrifié. Et ce n'est pas tout. Le FBI le surveillait depuis plus d'1 an pour des transactions offshore. Ils ont identifié au moins 6 autres couples victimes à Bordeaux, Marseille et Nice. Le même mode opératoire. Des clients âgés. Une procuration. Des sociétés écrans. Des ventes immobilières. Nous ne sommes donc pas les seuls, constata Jean d'une voix blanche. Non, et ça renforce le dossier pénal. Je préviens le procureur dès lundi matin. Mais est-ce qu'on reverra notre argent? Demanda Monique, bien que son ton trahisse son pessimisme. Stéphane soupira. Pour être franc, la récupération sera très compliquée. Nicolas a fait transiter l'argent par de multiples sociétés écrans et des comptes offshore aux îles Caïmans. Même avec une condamnation, même avec un jugement civil, vous ne récupérez que 10 à 20% de la somme, et ça peut prendre des années. Le silence qui s'installa fut seulement troublé par la respiration douce de Chloé dans la pièce voisine. Alors, on n'a vraiment plus rien, dit finalement Jean. Vous avez un dossier pénal solide, tenta Stéphane. Nicolas Duval risque gros, et on engagera une procédure civile. Mais sur le plan financier, pour une récupération rapide, je suis désolé. C'est des années de procédure, au mieux. Où est-il maintenant? Demanda Lucas. On ne sait pas. Il a disparu après vous avoir laissé au café. Je vais le signaler, mais tant qu'il ne réapparaît pas, il est dans la nature. Monique constata amèrement, il a eu ce qu'il voulait. Après le départ de Stéphane, qui promit de lancer les démarches sans tarder, ils restèrent assis en silence. Monique avait repris Chloé dans ses bras, le contact du bébé semblant l'apaiser. On devrait partir, dit Jean, sans grande conviction. Pour aller où? Demanda Lucas sans détour. Jean ne répondit pas. Il y a un centre d'accueil dans l'Est, dit Monique doucement. On l'a vu hier en marchant. Avant de frapper chez vous. Ça avait l'air. Elle ne termina pas sa phrase. Lucas repensa à Antoine lui disant de se débrouiller seul. Aux amis qui avaient promis leur aide avant de disparaître. À ses 32 ans, seul au monde avec un bébé qui pleurait sans cesse. Au regard de Jean et Monique quand il leur avait ouvert la porte. Vous n'irez pas dans un centre, affirma Lucas. Vous restez ici. Lucas. On ne peut pas. Si, vous pouvez, et vous allez le faire. Lucas se pencha vers eux. Voilà ce qu'on va faire. Monique, vous m'aidez avec Chloé. Pas comme un emploi, mais parce que vous avez le don pour ça, et que j'ai un besoin criant d'aide. Jean, je vous ai vu inspecter le robinet qui goutte ce matin. Je n'ai rien eu le temps de réparer depuis 6 mois. Si vous voulez vous en occuper, ça me rendrait un grand service. Ce n'est pas juste, protesta Monique. C'est vous qui nous hébergez. Une place en crèche en Provence, c'est au moins 1 600 € par mois, rétorqua Lucas.
J'allais devoir embaucher quelqu'un, ce que mon salaire ne me permet pas, ou démissionner, ce qui est tout aussi impossible. Ce n'est pas de la charité. C'est vous qui me sauvez la vie. Et sur le long terme? S'inquiéta Jean. Quand on tombera malade, qu'on aura besoin de soins. On s'en occupera, dit simplement Lucas. Ensemble. Comme une famille. Mais nous ne sommes pas une famille, murmura Monique. Si, nous le sommes, la voix de Lucas était douce mais ferme. Pas par les liens du sang, mais par choix. Vous êtes ma famille parce que je vous ai choisi. Vous pouvez me choisir en retour, ou partir. Mais j'espère que vous resterez. Monique se mit à pleurer. Chloé tendit sa petite main vers son visage. Nous choisissons de rester, dit Monique. Si vous voulez bien de nous. En partenaires égaux, ajouta Jean, les yeux brillants. Nous apporterons notre contribution. Nous ne serons pas une charge. Nous serons une famille, conclut Lucas. Nous sommes une famille. Les 4 mois qui suivirent furent une redécouverte de ce que signifie être une famille fondée sur le choix et non sur l'obligation. Monique apporta une nouvelle sérénité dans la vie de Chloé. Elle instaura une routine que Lucas, épuisé, n'avait jamais réussi à mettre en place, des siestes à heure fixe, à 9h et 14h, des biberons toutes les 3 heures, une température de bain idéale. Elle décryptait les pleurs de Chloé. Les coliques ne s'évanouirent pas du jour au lendemain, mais Monique savait les apaiser. Les positions adéquates, la pression juste sur le ventre, les exercices de pédalage lent et rythmé, le bain chaud à 18h30. Les 6 heures de cris nocturnes se réduisirent à 2 heures en janvier, puis une en février, pour devenir de simples moments de mauvaise humeur en mars, que Monique calmait en quelques instants. Lucas se remit à dormir. Vraiment. 5 heures, puis 6, puis 7. Le brouillard mental qui l'enveloppait depuis la mort de Jennifer commença à se dissiper. Au travail, ses résultats s'envolèrent. Il signa 2 contrats importants en janvier. Son patron, Gilles Lambert, qui avait failli le mettre à pied en octobre, évoquait maintenant une promotion et des primes. Je ne sais pas ce qui a changé, lui dit Gilles un jeudi de février, mais continuez. Vous êtes un autre homme. Jean, de son côté, s'occupa discrètement de l'entretien de l'appartement. Le robinet qui fuyait fut réparé en une semaine. Les lattes de parquet qui grinçaient furent refixées, les fenêtres isolées. Il déboucha l'évier, repeignit la salle de bain, réorganisa le débarras, et réduisit au silence le climatiseur bruyant. Malgré la fatigue qui le rattrapait parfois, il se rendait régulièrement à ses contrôles de tension. Ce travail lui donnait un but. Il préparait aussi le dîner chaque soir. Des plats simples, hachis parmentier le lundi, pâtes à la bolognaise le mardi, poulet rôti le mercredi. Des repas copieux et réconfortants. L'appartement ne sentait plus la nourriture à emporter, mais le foyer. Début janvier, Lucas tenta de les payer. Il sortit son carnet de chèques. Je veux vous rémunérer pour la garde de Chloé, pour l'entretien de la maison. Non, refusa catégoriquement Monique. Nous ne sommes pas vos employés, ajouta Jean. Nous sommes une famille. On ne paie pas sa famille. Alors laissez-moi au moins. Lucas, Monique posa sa main sur la sienne. Si vous nous payez, ça devient un contrat. Nous devenons vos domestiques. Ce n'est pas ça. Nous aidons parce que nous le voulons, parce que nous le pouvons, parce que ça nous donne une raison de nous lever le matin. La seule récompense dont nous avons besoin, c'est un toit et le sentiment d'être utile. Lucas regarda ces 2 personnes, arrivées 4 mois plus tôt en étranger désespéré. Vous êtes utiles, dit-il d'une voix douce. Plus que vous ne l'imaginez. Mais l'ombre de la trahison de Nicolas Duval planait toujours. Stéphane Fournier les tenait informés. Mi-janvier, Nicolas fut repéré à Toulouse, où il tentait de reproduire son arnaque sur un veuf de 81 ans. La fille de la victime, policière à Toulouse, flaira l'escroquerie et alerta ses collègues. Nicolas fut arrêté le 19 janvier. Le FBI le filait depuis plus d'1 an pour des transferts de fonds suspects, expliqua Stéphane. L'affaire de Toulouse a été le prétexte pour l'interpeller. Les accusations étaient lourdes, 23 chefs d'inculpation fédéraux pour abus de faiblesse sur cette victime, fraude électronique, fraude postale, usurpation d'identité, faux et usage de faux. Les preuves étaient irréfutables.
La libération sous caution lui fut refusée. Il resta en détention préventive pendant que l'accusation préparait son dossier. Mais l'argent demeurait introuvable. Il l'a fait transiter par un dédale de sociétés écrans et de comptes offshore, expliqua Stéphane en mars. Îles Caïmans, Panama, peut-être Singapour. Même s'il est condamné, la récupération des avoirs aux civils est une gageure. Les banques offshore ne coopéreront pas sans des années de bataille juridique. Vous ne reverrez peut-être jamais cet argent, ou seulement une infime partie dans 5 ou 10 ans. On s'y est fait, dit Jean, sa voix lourde de résignation. Ça va. Et ça allait. Ils n'étaient pas guéris, mais ils apprenaient à vivre avec la blessure. En mars, Chloé, 8 mois, était une enfant épanouie. Elle tenait assise, commençait à ramper, et 2 petites dents avaient percé sa gencive inférieure. Les coliques n'étaient plus qu'un mauvais souvenir. Monique l'emmenait au parc tous les jours, où Chloé éclatait de rire en voyant les canards. Jean s'était fait des amis dans le voisinage, dépannant M. Rodriguez du 314, conseillant Madame Leclerc du 312 sur ses plantes, et participant aux parties de dominos hebdomadaires dans la salle commune. La vie avait trouvé son rythme, un rythme apaisant. Jusqu'au jour où les services de protection des adultes vulnérables, SPAV, frappèrent à leur porte. C'était un mardi après-midi, fin mars. Lucas était au travail. Monique donnait son bain à Chloé. Jean était en cuisine, préparant une blanquette de poulet. Il ouvrit la porte à une femme d'âge mûr, badge officiel et mallette en cuir, qui dégageait une froide autorité. Tailleur gris, le regard de quelqu'un qui en a trop vu. Monsieur Jean Bernard ? C'est moi. Sandrine Lefebvre, des services de protection des adultes vulnérables de la Drôme. Je dois m'entretenir avec vous et Monique Bernard au sujet de votre situation de logement. L'estomac de Jean se contracta. Qu'y a-t-il ? Nous avons été saisis d'un signalement pour exploitation financière et psychologique de votre part et de celle de votre femme par un certain Lucas Dubois. Puis-je entrer ? Les mains de Jean se mirent à trembler. Nous ne sommes pas exploités. Lucas est. Je préfère en juger par moi-même, monsieur Bernard. Vous me laissez entrer, ou je reviens avec la police et un mandat. Jean s'effaça, le cerveau en ébullition. Un signalement anonyme. Plus tard, en discutant avec Lucas, Jean se souviendrait que c'était sans doute Madame Leclerc du 312. Une femme gentille, mais très anxieuse. Quelques jours plus tôt, elle avait demandé à Monique, « Vous êtes locataire ici ? Vous ne payez pas de loyer ?» Monique lui avait expliqué, « Nous vivons ici comme une famille, c'est un choix. » Mais Madame Leclerc avait insisté, « De nos jours, il faut se méfier. Je vais appeler les services sociaux pour qu'ils vérifient. » Je lui avais demandé de ne pas le faire, mais elle a dû passer à l'acte. Sandrine Lefebvre mena son enquête avec une froideur méthodique, celle de quelqu'un qui a vu trop de cas de maltraitance pour accorder le bénéfice du doute. Elle interrogea Jean et Monique séparément, inspecta l'appartement, leur chambre, la salle de bain, la cuisine, posa des questions sur leur couchage, leurs finances, leur journée, et consigna tout dans sa mallette avec des notes qui semblaient de mauvais augure. « Vous vivez ici gratuitement ?» lança-t-elle à Jean lors de son entretien. Son ton était accusateur. Vous ne percevez aucun salaire pour la garde de l'enfant et les tâches ménagères. Pas de contrat écrit, pas de bail, aucune protection. M. Dubois pourrait vous mettre à la porte du jour au lendemain, sans préavis. Vous n'auriez aucun recours. Il ne ferait jamais ça, affirma Jean. Lucas est notre famille. Sauf votre respect, monsieur Bernard, vous le connaissez depuis 4 mois. Vous ne pouvez pas prédire son comportement. Les situations évoluent. Les gens changent. J'ai vu des dizaines de cas où des personnes âgées se croyaient en famille, avant de se retrouver à la rue du jour au lendemain. C'est différent, insista Jean. C'est toujours ce qu'on dit. Sandrine griffonna une note. Vous avez été récemment victime d'une escroquerie financière par un membre de votre famille en qui vous aviez toute confiance. Cela vous fragilise. Les personnes fragilisées sont des proies faciles pour ceux qui exploitent leur vulnérabilité sous des dehors bienveillants. Lucas ne nous exploite pas, dit Jean, la voix plus forte. Il nous a sauvés. Nous étions frigorifiés, perdus. Il nous a ouvert sa porte. Où il a flairé la bonne affaire, coupa Sandrine. Une garde d'enfants,
Une femme de ménage et un homme à tout faire gratuit, en échange d'une chambre d'amis. Le rapport de force est totalement déséquilibré. Vous êtes à sa merci, sans aucune protection légale. Nous ne sommes pas à sa merci. Nous sommes partenaires. Nous participons. Le travail non rémunéré n'est pas un partenariat, c'est de l'exploitation, même quand on l'appelle famille. Sandrine referma son carnet. Je m'inquiète aussi de l'adéquation de votre environnement. M. Dubois est un père célibataire de 32 ans, avec un travail prenant et aucun soutien familial. C'est un 2 pièces. Que se passera-t-il en cas d'urgence médicale? Si l'un de vous chute et nécessite des soins prolongés? Si la situation de M. Dubois change? S'il perd son emploi, se remarie, décide que c'est trop lourd à porter? On s'adaptera, ensemble, dit Jean, la voix chargée de désespoir. Ce n'est pas un projet, monsieur Bernard. C'est un vœu pieux. Et l'espoir ne remplace ni des soins adaptés, ni une protection juridique. Quand Lucas rentra à 18h15, Sandrine Lefebvre était installée dans son salon, mallette ouverte, l'air professionnel et réprobateur. Jean et Monique semblaient terrifiés, coupables. M. Dubois, je suis Sandrine Lefebvre, des services de protection des adultes vulnérables. Nous devons parler de votre arrangement avec Jean et Monique Bernard. Lucas regarda Jean et Monique, lisant la peur dans leurs yeux. Il posa sa mallette. Quel arrangement? Celui par lequel 2 personnes âgées, victimes récentes d'une escroquerie, vivent chez vous et fournissent des services non rémunérés de garde d'enfants et d'entretien, sans contrat, sans salaire et sans protection légale. C'est ma famille, dit Lucas, pas mes employés. M. Dubois. Plusieurs points me préoccupent. D'abord, le rapport de force. Vous avez le contrôle du logement, ce qui vous donne un pouvoir considérable sur 2 personnes sans autre solution. Ensuite, l'environnement. Vous êtes un père célibataire avec un emploi exigeant, et pour tout soutien, ces 2 personnes âgées. Que se passera-t-il si votre situation change? En cas d'urgence médicale? On gérera ça ensemble, dit Lucas, s'efforçant de rester calme. C'est ce que font les familles. Ce n'est pas un plan, c'est une intention. Sandrine se leva, rangeant ses affaires. Je vais recommander une évaluation de M. Et Madame Bernard en vue d'un placement en EHPAD, où ils bénéficieront d'un encadrement, d'un suivi médical et de services sociaux. Un lieu où ils seront protégés par la loi et ne dépendront plus des humeurs d'un jeune homme qu'ils connaissent à peine. Vous ne pouvez pas faire ça, s'emporta Lucas. Ce sont des adultes responsables, ils font leur propre choix. Ce sont des adultes vulnérables, peut-être incapables de discerner une situation d'exploitation ou de prendre des décisions éclairées après le traumatisme qu'ils ont subi, rétorqua Sandrine. Mon devoir est de les protéger, M. Dubois, et je doute que votre arrangement le fasse. Vous recevrez une notification officielle pour l'évaluation sous 7 jours ouvrés. Après son départ, un silence de plomb s'abattit sur eux. Chloé, absorbée par ces cubes, était inconsciente de la tension. Ils peuvent vraiment nous envoyer en maison de retraite? Demanda Monique, la voix brisée par la peur. Après tout ça, maintenant qu'on a enfin une famille, ils peuvent nous l'enlever? Lucas appela immédiatement Stéphane Fournier. Ils peuvent vous compliquer la vie, dit Stéphane après avoir entendu le récit. Les SPAV ont des pouvoirs étendus sur les adultes vulnérables. Ils peuvent demander une mesure de protection s'ils estiment qu'il y a exploitation ou incapacité à prendre des décisions. L'escroquerie dont Jean et Monique ont été victimes peut être interprétée comme un signe de capacité de jugement altérée ou de vulnérabilité à la manipulation. Mais ils ont toute leur tête, protesta Lucas. Ils sont autonomes, ils ont choisi de rester. Je sais, vous le savez. Mais avec leur traumatisme et leur âge, les SPAV peuvent argumenter qu'il faut les protéger d'eux-mêmes. C'est paternaliste, mais c'est la loi. Qu'est-ce qu'on fait, alors? Demanda Lucas, désemparé. On vient de construire quelque chose. C'est ma famille. Je ne peux pas les perdre. Un long silence. Il y a une solution, dit enfin Stéphane. Un accord d'accompagnement à la décision. C'est un dispositif assez récent, datant de 2015. En gros, Jean et Monique garderaient l'intégralité de leurs droits. Ils resteraient maîtres de leurs décisions,
mais ils vous désigneraient officiellement comme leur soutien pour les choix importants. Il faudrait aussi des procurations durables pour les questions médicales et financières. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine fois que les SPAV viendront, vous leur présenterez un document légal attestant que Jean et Monique, en pleine possession de leurs moyens, vous ont choisi comme accompagnateurs. Les SPAV ne peuvent pas s'ingérer dans les choix faits volontairement par des adultes compétents et validés par un cadre légal. Le juge le reconnaîtra sans problème. C'est compliqué? Non. On prépare les documents, Jean et Monique les signent devant témoins, on les enregistre. Ça prend environ 2 semaines. Mais Lucas, c'est un engagement lourd. Vous seriez leur soutien officiel à vie. Vous seriez impliqué dans toutes leurs décisions majeures, santé, logement, finances. Ce n'est pas un rôle symbolique. Lucas regarda Jean et Monique, se tenant la main sur le canapé. Il lui semblait plus vieux, plus fragile que jamais. Chloé rampa jusqu'à Jean et s'agrippa à sa jambe en souriant. Jean lui caressa les cheveux, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Je suis déjà leur soutien, dit Lucas doucement. Je prends déjà ces décisions avec eux. Officialisons-le, c'est tout. D'accord, dit Stéphane. Je lance la procédure. Mais Lucas, c'est un engagement pour la vie. Vous en êtes conscient? Oui, répondit Lucas. J'en suis conscient. C'est ma famille. Rendons ça officiel. La demande d'accord d'accompagnement à la décision nécessita 3 semaines de préparation documentaire intensive. Des expertises médicales du docteur Chloé Petit, leur nouvel médecin, confirmant que Jean et Monique étaient mentalement aptes, mais pourraient bénéficier d'un soutien avec l'âge. Des tests cognitifs attestant de leur pleine capacité décisionnelle. Des bilans de santé complets. Hypertension contrôlée pour Jean, début d'arthrite non invalidante pour Monique. Des relevés bancaires prouvant leur dénuement total. Solde combiné de 673 € de leur pension. Aucun bien, aucune propriété, aucune épargne retraite. Nicolas avait tout pris. Des témoignages de voisins. Madame Monique Leclerc du 312 écrivit une lettre touchante sur l'amour évident de Monique pour Chloé. M. James Rodriguez du 314 raconta comment Jean l'avait aidé à réparer son évier, refusant d'être payé, cherchant juste un peu de compagnie. Un rapport d'inspection confirmant la propreté, la sécurité et le bon entretien de l'appartement. Une vérification du casier judiciaire de Lucas, vierge, un emploi stable, aucun signalement. Mais le plus difficile fut d'aborder le sujet qu'ils évitaient. Et Valérie? Elle a appelé, avoua Monique un soir d'avril. Ils étaient à la table de la cuisine, Chloé endormie, les documents légaux étalés entre eux comme une accusation. Toutes les semaines depuis qu'on sait pour Nicolas. Elle laisse des messages. Elle veut nous voir, s'expliquer. Réparer les choses. Le procès de Nicolas est en juin, ajouta Jean. Son avocat l'a contacté. Elle sait tout maintenant. L'escroquerie, le fait qu'on vive ici, les démarches légales. Valérie sait tout depuis l'arrestation de Nicolas. Stéphane leur en avait parlé. Elle avait appelé quelques fois, en larmes, mais Jean et Monique lui avaient dit « Rappelle-nous quand tu feras plus confiance à tes parents qu'à Nicolas. » Depuis, silence radio, depuis près d'1 an. « Vous voulez la voir ?» demanda Lucas avec tact. L'expression de Monique était un tourbillon d'émotions. Blessure, manque, colère. « C'est ma fille, dit Monique lentement, chaque mot pesé. Je l'ai portée 9 mois. J'ai senti ses premiers coups. Je l'ai tenue dans mes bras à sa naissance. Je l'ai élevée pendant 18 ans. Je l'ai conduite à l'hôtel. Je l'ai aimée pendant 47 ans. Mais quand on a eu besoin d'elle, quand on avait peur, qu'on était perdu, qu'on lui disait que quelque chose clochait, elle a choisi son camp. Elle nous a regardés comme si on perdait la tête, comme si on était un fardeau. Elle a préféré faire confiance à Nicolas. Elle pensait bien faire, tenta Jean, sans grande conviction. Elle pensait qu'on était sénile, rectifia Monique, la voix dure. Elle a regardé ses parents, qui l'ont élevée, aimée, qui ne lui ont jamais donné de raison de douter, et elle a décidé qu'on était trop vieux pour comprendre. Quand je l'ai appelée, en larmes, pour lui dire que l'adresse n'existait pas, elle m'a dit que je m'étais trompé. Quand ton père lui a dit que le prix de vente lui semblait bizarre, elle a répondu qu'on ne comprenait rien à l'immobilier moderne.
Elle nous a fait douter de nous-mêmes, Jean. Notre propre fille. Tout le monde fait des erreurs, dit faiblement Jean. Et certaines erreurs sont irréparables, répliqua Monique. Ou du moins, pas facilement. C'est quand même votre fille, intervint Lucas. Et la juge posera des questions. Pourquoi ce n'est pas elle qui s'occupe de vous? Pourquoi c'est moi qui demande à être votre accompagnateur? Parce qu'elle n'a pas été là, dit simplement Jean. Vous, si. Stéphane organisa la rencontre un jeudi après-midi, dans son bureau, en terrain neutre. Valérie Duval arriva avec 10 minutes d'avance. Stéphane les avait préparés. Valérie vivait de nouveau chez sa sœur Anne à Marseille depuis l'arrestation de Nicolas. Le divorce était prononcé, la maison vendue. Elle voyait un thérapeute chaque semaine. C'était la première fois qu'elle revoyait ses parents. Valérie semblait avoir pris 10 ans. À 47 ans, elle en paraissait 60. Ses vêtements de marque flottaient sur elle, elle avait perdu au moins 10 kilos. Ses mains tremblaient en voyant ses parents. Maman, papa. Sa voix se brisa. Je suis si. Tellement désolé. Tellement, tellement désolé. Tes excuses ne nous rendront pas notre maison, dit Monique, la voix glaciale. Ni nos économies, ni notre sécurité, ni les 31 ans passés dans cette maison. Le visage de Valérie se contracta. Je ne savais pas. Je vous jure que je ne savais rien de ce que Nicolas manigançait. Je croyais. Je croyais qu'il nous aidait. Que je vous aidais en le soutenant. Mais tu as choisi de le croire lui, et pas nous, dit Jean doucement. Quand on t'a alerté, tu nous as dit de faire confiance à Nicolas. Tu nous as fait passer pour des fous. Je pensais que vous. La voix de Valérie s'étrangla. Que vous perdiez la mémoire, papa. Tu as cherché tes clés de voiture pendant une semaine l'an dernier. Tu as oublié l'anniversaire de maman. Maman m'a appelé 3 fois le même jour pour demander la date d'un jour férié. Je pensais que vous décliniez. Je pensais que Nicolas vous soulageait de la gestion compliquée de vos finances. On ne déclinait pas, dit Monique fermement, se penchant en avant. On était angoissé parce qu'on sentait que quelque chose n'allait pas et que personne ne nous écoutait. On ne devenait pas fou, Valérie. On se faisait dépouiller. Et quand on s'est tourné vers toi, notre fille, pour de l'aide, tu as pris le parti du voleur. Je le sais maintenant. Valérie pleurait à chaudes larmes. Je le sais maintenant. Et je ne me le pardonnerai jamais. Nicolas m'a manipulé aussi. Il me trompait, j'en ai découvert 3. Il avait plus de 200 000 € de dettes de jeu dont j'ignorais tout. Il me mentait depuis des années. J'ai demandé le divorce le jour de son arrestation. J'ai tout perdu, moi aussi. Mon mariage, ma confiance, ma foi en mon propre jugement. Ça n'efface pas ce que tu nous as fait, dit Monique. Et Lucas sentit l'effort que cela lui coûtait. Tu es notre enfant. Tu aurais dû nous protéger. Ou au moins nous croire. Tu ne l'as pas fait. Je croyais vous protéger, murmura Valérie. Non, coupa Jean, la voix plus dure que jamais. Tu as cru que Nicolas était plus fiable que tes propres parents. Tu as pensé qu'on était trop vieux, trop simplet, trop diminué pour voir qu'on se faisait manipuler. Tu as choisi la facilité plutôt que la vérité. Tu as préféré croire que ton mari n'était pas un monstre, et que nous étions juste de vieilles personnes confuses. Je suis désolée, répéta Valérie, impuissante. Tu l'as déjà dit. Monique se leva. On t'a entendu. On te croit sincère. Mais des excuses ne suffisent pas à effacer. Ni à te permettre de revenir dans nos vies comme si de rien n'était. Tu as cassé quelque chose, Valérie. La confiance. Et la confiance, ça se regagne. Si c'est encore possible. Maman, je t'en prie. Valérie tendit la main, mais Monique recula. On a une famille maintenant, dit Monique, la voix tremblante mais ferme. Des gens qui nous ont cru. Qui nous ont aidés quand on n'avait plus rien. Qui sont restés. Toi, tu n'es pas resté. Tu as choisi Nicolas. Tu as fait le mauvais choix. Est-ce que je pourrai un jour? Valérie regardait ses parents, désespérée. Est-ce que je pourrai un jour réparer ça? Regagner votre confiance? Je le veux.
J'en ai besoin. Je ne sais pas, dit Jean avec une franchise douloureuse. Peut-être. Dans des années. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es encore la fille qui a cru ses parents séniles alors qu'ils se faisaient voler. La femme qui a préféré son mari aux gens qui l'ont mise au monde. Valérie se tourna vers Lucas, le considérant vraiment pour la première fois. C'est vous qui les avez accueillis. Un étranger leur a donné un toit. J'ai ouvert une porte, corrigea Lucas. Ce sont eux qui m'ont sauvé. Est-ce que vous? Valérie hésita. Stéphane m'a dit que vous alliez signer un accord de soutien. Que vous seriez leur tuteur légal. Oui. Donc c'est vous qui prendrez les décisions médicales, financières. Vous serez responsable d'eux. Avec eux, précisa Lucas. Pas pour eux. Avec eux. Ils sont parfaitement capables de décider. L'accord est une protection, pour que personne ne puisse nous séparer. Point comme les services sociaux, comprit lentement Valérie. Quelqu'un vous a signalé. C'est pour ça. Oui. Valérie regarda à nouveau ses parents, peinant à concilier l'image de parents âgés et fragiles avec ces personnes fortes et blessées en face d'elle. Vous avez vraiment trouvé une famille, dit-elle doucement. Une vraie famille, avec un inconnu. Il n'est pas resté un inconnu longtemps, dit Jean. Et oui, on a trouvé une famille. Ou c'est elle qui nous a trouvés? Est-ce que je peux? La voix de Valérie était un souffle. Est-ce que je peux au moins savoir si vous allez bien? Appelez de temps en temps. Pas pour m'imposer, juste pour être rassuré. Jean et Monique échangèrent un de leurs regards qui valait 1000 mots. Tu peux appeler, concéda finalement Jean. Une fois par mois. Pas plus. On ne te promet pas le pardon. Mais tu peux appeler, une fois par mois, et on te dira qu'on va bien. Merci, murmura Valérie. Merci. C'est plus que ce que je mérite. Oui, dit Monique sèchement. C'est vrai. Après le départ de Valérie, Monique se laissa retomber sur sa chaise. Ses mains tremblaient. C'était plus dur que je ne le pensais. Vous avez bien géré, dit Lucas doucement. Vous avez posé vos conditions. C'est nécessaire. Tu crois? Monique le regarda, les yeux hantés. C'est ma fille, Lucas. Je viens de lui dire qu'elle peut t'appeler une fois par mois, comme une lointaine connaissance. Elle a trahi votre confiance, dit Lucas. La confiance, ça se mérite. Ça ne revient pas sur un simple pardon, même de la part de sa fille. Tu dirais ça à Antoine? Demanda Jean. S'il revenait, s'excusait, tu le ferais ramer lui aussi? Lucas pensa à son frère. Les portes closes, l'aide refusée, les jugements. Je ne sais pas, avoua-t-il. Une partie de moi voudrait lui dire oui, prouve-le. Mais une autre partie, celle qui se souvient de notre enfance, de mon héros de grand frère, cette partie la lui pardonnerait sans doute trop vite. C'est ça, la famille, dit Jean. La frontière fragile entre l'amour et la faiblesse, le pardon et la soumission. Je ne sais pas si on a bien fait avec Valérie. Mais c'est fait. Elle peut regagner votre confiance, dit Lucas. Si elle le veut vraiment. Mais c'est à elle de faire le chemin. Vous avez raison d'exiger des preuves. L'audience pour l'accord d'accompagnement à la décision fut fixée au 23 avril à 14 h, présidée par Madame la juge Marie Dupuis. La semaine précédente, Lucas ne dormit presque pas. Il relisait les dossiers de Stéphane Fournier, répétait son témoignage partout, tout le temps. Tous les scénarios catastrophes tournaient en boucle dans sa tête. Tout ira bien, lui assura Monique la veille, en berçant Chloé, 9 mois. Raconte simplement la vérité. Et si la vérité ne pèse pas assez lourd? Lucas arpentait la pièce. Si la juge estime que vous avez besoin d'un encadrement professionnel? On trouvera un plan B, dit Jean calmement, en ajustant un tiroir récalcitrant. S'angoisser maintenant, c'est souffrir 2 fois. D'où te vient cette sagesse? 76 ans de bêtises, répondit Jean avec un sourire. Le palais de justice de Valence était un bâtiment solennel, colonne de marbre, au plafond, tout respirait l'autorité. Ils arrivèrent à 13h45, Chloé dans la poussette, Monique ayant insisté pour que la juge voie l'enfant dont elle s'occupait.
Stéphane Fournier les attendait, calme et serein. N'oubliez pas, ce n'est pas un procès. C'est une audience. Soyez vous-même. Montrez-lui la famille que vous êtes devenue. À l'intérieur, Sandrine Lefebvre était assise avec une jeune collègue. Dossier ouvert, visage impénétrable. La juge Dupuis entra à 14 heures précises. Son regard était perçant. Nous examinons une demande d'accord d'accompagnement à la décision, annonça-t-elle. Les services de protection des adultes vulnérables ont émis des réserves. Sandrine se leva. En effet, votre honneur. Les Bernard sont des personnes âgées, récemment victimes d'une escroquerie par un proche. Ils vivent actuellement chez M. Dubois à titre gracieux, en échange de services non rémunérés, sans contrat ni protection. Nous craignons une situation d'exploitation, présente ou future. Avez-vous des preuves tangibles d'exploitation ? Demanda la juge. Contrôle financier, isolement ? Pas de preuves directes, concéda Sandrine, mais le déséquilibre des forces est préoccupant. La situation pourrait dériver vers l'exploitation. Votre inquiétude porte donc sur un risque potentiel, et non sur un fait avéré. Notre inquiétude porte sur leur vulnérabilité. Un traumatisme peut rendre les victimes influençables. Même sous des dehors bienveillants. Stéphane se leva. Votre honneur, ce que les SPAV qualifient d'exploitation, nous l'appelons une famille. Les familles partagent, s'entraident sans contrat. Les expertises médicales attestent de la pleine capacité cognitive des époux Bernard. Nous avons des témoignages de voisins, de l'employeur, de médecins, qui confirment le caractère mutuellement bénéfique de cet arrangement. J'entendrai les témoins, décida la juge Dupuis. Sandrine appela l'assistante sociale qui avait visité l'appartement. Elle le décrivit comme exigu, sans cadre formel, et potentiellement précaire. Selon vous, est-ce une solution viable à long terme pour des personnes âgées ? Demanda Sandrine. C'est atypique et risqué. Les conditions actuelles sont correctes, mais si la situation de M. Dubois change, les Bernard pourraient se retrouver à la rue. Stéphane contre-interrogea. L'appartement est propre, sûr, bien entretenu. Les Bernard sont bien nourris, soignés. Chloé est épanouie. Oui, dut admettre l'assistante sociale. Votre inquiétude ne porte donc pas sur le présent, mais sur un avenir hypothétique. Oui. Ensuite, Sandrine appela un gérontopsychiatre qui n'avait jamais rencontré le couple. Un traumatisme peut-il accroître la vulnérabilité à la manipulation ? Sans aucun doute, répondit-il. Les victimes âgées peuvent accorder leur confiance à tort et à travers, par besoin. Mais je ne peux pas me prononcer sur ce cas précis. En contre-interrogatoire, Stéphane fit remarquer le caractère théorique et non personnalisé de ce témoignage. Puis ce fut au tour de Monique Leclerc. J'ai vu une famille se former, dit-elle. À leur arrivée, Jean et Monique étaient abattus. Aujourd'hui, ils ont un but. Monique promène Chloé tous les jours, Jean rend service aux voisins. Ils s'occupent les uns des autres. Ce n'est pas de l'exploitation. James Rodriguez témoigna ensuite. Jean a réparé mon évier, sans vouloir un sou. Ils m'ont invité à dîner. Les exploiteurs ne font pas ça. Puis le docteur Chloé Petit, la pédiatre, apporta le témoignage le plus fort. Quand j'ai vu Chloé à 6 mois, elle était en situation de détresse. Poids insuffisant, coliques sévères, un père seul et dépassé. L'hospitalisation ou le placement étaient des options envisagées. Et aujourd'hui ? Elle est épanouie, en pleine forme, heureuse. Les soins de Monique ont tout changé. Je pense qu'elle a sauvé la vie de Chloé. Enfin, Jean et Monique témoignèrent ensemble. Madame Bernard, demanda la juge Dupuis, vous sentez-vous exploitée ? Certainement pas, répondit Monique. Lucas ne nous a pas victimisés, il nous a offert le choix, la dignité, un rôle. Je m'occupe de Chloé par envie, pas par obligation. Monsieur Bernard, poursuivit la juge. Craignez-vous que M. Dubois mette un terme à cet arrangement ? Toute relation a ses risques, dit Jean doucement. Notre propre fille nous a tourné le dos. Mais Lucas nous a prouvé sa loyauté, encore et encore. Nous lui faisons confiance. Vous comprenez qu'il sera impliqué dans les décisions importantes concernant votre santé, vos finances, votre logement ?
Oui, dit Jean. Et vous y consentez? Sans réserve, dit Monique. Puis Lucas témoigna. Monsieur Dubois, dit la juge. Que ferez-vous quand Jean et Monique nécessiteront plus de soins que vous ne pourrez leur en donner? Je trouverai les moyens, répondit Lucas. Aide à domicile, kinésithérapeute, ce qu'il faudra. Et s'ils ont besoin d'une maison de retraite, je trouverai la meilleure et j'irai les voir tous les jours. Ils ne seront jamais seuls. Et si vous refaites votre vie? Si votre nouvelle compagne s'oppose à leur présence? Alors ce ne sera pas la bonne compagne, dit Lucas simplement. Jean et Monique font partie de ma vie, définitivement. Ce sont des contraintes lourdes pour un homme de 32 ans. Ce ne sont pas des contraintes, dit Lucas. Ce sont mes priorités. La juge suspendit la séance. Ils attendirent 90 minutes interminables dans le couloir. Monique calmait une Chloé agitée. Jean avait la tête entre les mains. C'est notre seule chance, murmura-t-il. Si elle refuse, l'espave nous sépareront. On se battra, dit Lucas. On ne lâchera rien. À leur retour, le visage de la juge était impassible. Ce tribunal est très vigilant sur les questions d'exploitation, commença-t-elle. Les préoccupations de Madame Lefebvre sont légitimes. Les personnes âgées sont vulnérables. Le cœur de Lucas se serra. Cependant, poursuivit la juge, je suis convaincu par 3 éléments, l'amélioration spectaculaire de la santé de Chloé grâce à Monique, les témoignages poignants des voisins décrivant un foyer d'entraide, et la preuve manifeste qu'une famille peut se construire sur le choix et l'engagement. Elle regarda Sandrine. Votre prudence est justifiée, mais dans ce cas précis, elle risque de détruire une famille authentique et saine. Se tournant vers Lucas, elle ajouta, cet accord est une grande responsabilité. Il y aura un suivi trimestriel la première année, puis annuel. À la moindre alerte, je le révoquerai. Êtes-vous prêt? Oui, votre honneur. Monsieur et Madame Bernard, consentez-vous à cet accord? Oui, dirent-ils d'une seule voix. La juge Dupuis signa. L'accord d'accompagnement à la décision est validé. Dehors, Lucas serra Jean et Monique dans ses bras. On a réussi, dit Monique en pleurant. On est une vraie famille, aux yeux de la loi. On est une famille depuis novembre, dit Lucas. C'est juste officiel maintenant. C'est alors que Chloé tendit les bras vers Jean et dit, très distinctement, Papy. Jean éclata en sanglots. Elle m'a appelé Papy. Évidemment, murmura Monique. C'est ce que tu es. Le procès de Nicolas Duval s'ouvrit le 10 juin. Lucas, Jean et Monique y assistèrent chaque jour, écoutant les témoignages de 17 victimes. Un veuf de 83 ans qui avait perdu la maison de toute une vie. Un couple de 79 ans, dormant dans sa voiture. Un homme de 71 ans dont la femme était morte de chagrin. Nicolas ne manifesta aucun remords. Impassible, il chuchotait à son avocat, insensible à la douleur qu'il avait causée. Son avocat plaida l'addiction et les troubles mentaux, sans convaincre le jury. Après 3h40 de délibéré, coupable sur les 23 chefs d'accusation. La sentence tomba le 26 juin. La salle était comble. Jean et Monique se tenaient la main. Tu étais de la famille, dit Monique à Nicolas, la voix ferme. On t'a fait confiance parce que tu étais le mari de notre fille. Tu as volé notre maison, nos économies, notre tranquillité. Tu nous as abandonnés, mais tu n'as pas gagné, poursuivit Jean. Parce qu'on a trouvé une vraie famille. Des gens qui sont restés quand tu as fui. Tu nous as montré en qui on pouvait vraiment avoir confiance. Pour la première fois, Nicolas réagit. Pas de remords, de la rage. La mâchoire contractée, les poings serrés. Le juge le condamna à 12 ans de prison, 5 ans de suivi, et plus de 2 millions d'euros de dommages et intérêts, qu'il ne paierait sans doute jamais. Monsieur Duval, dit le juge, vous avez exploité la faiblesse et brisé des vies. Cette peine est la réponse de la société. En sortant, escorté, Nicolas lança un regard à Jean et Monique. Pas un regard de regret, mais de calcul. Certains êtres ne changent pas. La procédure de recouvrement civil s'éternisa pendant 2 ans. Malgré les efforts de Stéphane Fournier, les actifs de Nicolas étaient insaisissables, disséminés dans des paradis fiscaux, des sociétés écrans, des crypto-monnaies. La 3e année, à Lyon,
un accord fut trouvé. 87 000 € récupérés. Moins de 4% du préjudice. Jean et Monique touchèrent 12 400 €. C'est toujours ça, dit Jean quand Stéphane leur apprit la nouvelle. Que allez-vous en faire? Demanda Stéphane. Un fonds d'études, répondit Monique sans hésiter. Pour Chloé et Léo. L'éducation, personne ne peut vous la voler. C'est votre argent, protesta Lucas. Mais ils tinrent bon. La somme fut versée sur un plan d'épargne-études pour les 2 enfants. Ce même mois d'août, quelque chose d'inattendu se produisit. Lucas reçut un appel de Gilles Lambert, son ancien patron. J'ai été contacté par Hartmann Property, dit Gilles. Il cherche un directeur des acquisitions. J'ai donné votre nom. C'est gentil, mais je suis bien où je suis. 98 000 € de base plus commission, insista Gilles. Vous n'aurez pas une telle opportunité avant 10 ans. Allez-y au moins. Lucas passa l'entretien un mardi torride à Lyon. Les bureaux de Hartmann étaient un concentré de verre, d'acier et d'ambition. Il rencontra 3 associés, les séduisit par sa connaissance du marché. Ils lui proposèrent le poste séance tenante. On a besoin de vous pour le 1er octobre, dit un des associés. C'est possible? Une seule chose, dit Lucas prudemment. La mobilité. Ma situation familiale est particulière. On prend en charge la mobilité de l'employé, son conjoint et ses enfants. Ma famille, dit Lucas, c'est moi, ma fille de 17 mois, et 2 personnes de 75 ans qui sont sous ma responsabilité légale. Si vous m'engagez, vous nous engagez tous. Mobilité complète pour 4 personnes, et la garantie écrite que toute future mobilité tiendra compte de cette structure. L'associé parut surpris. C'est peu commun. Ma famille est peu commune, répondit Lucas, mais non négociable. Je comprendrai que ce soit un obstacle. On va en discuter avec les RH. On vous rappelle sous 48 heures. Lucas rentra, convaincu d'un refus. Sa demande était exorbitante. Le lendemain, son téléphone sonna. Monsieur Dubois, dit l'associé, on a étudié votre situation. On est d'accord pour une mobilité complète pour 4 personnes, avec un logement temporaire de 60 jours. On ajoutera une clause au contrat pour les futures mobilités. Lucas s'assit, abasourdi. Vous êtes sérieux? Très. Vos compétences sont indéniables, mais votre dévouement à votre famille l'est encore plus. Si la famille est votre priorité, on respecte ça. L'offre vous convient? Lucas déglutit. Oui. Elle me convient. Ils s'installèrent à Villeurbanne début octobre. Leur 2e octobre en famille. Le forfait mobilité leur permit de louer une maison de campagne dans une rue tranquille. 3 chambres, 2 salles de bain, un petit jardin avec un chêne majestueux. Après l'appartement exigu, c'était le luxe. Chloé avait maintenant 16 mois, elle marchait bien et commençait à associer 2 mots. Papy jardin, pour aller dehors. Mamie livre, pour une histoire. C'était une enfant joyeuse et en bonne santé, qui avait oublié le nourrisson en pleurs qu'elle avait été. Jean découvrit le jardinage communautaire. La maison des aînés de Villeurbanne proposait des parcelles pour une somme modique. Jean s'attribua un carré de 10x10 et se lança dans les plans. Les tomates ici, expliquait-il à Lucas un samedi, carnet à la main. Les poivrons là. Des piments, si Monique veut. Les herbes aromatiques sur le bord. Je vais apprendre à Chloé. Tous les enfants devraient savoir d'où vient la nourriture. Il passait ses après-midi au jardin. La terre sous les ongles, le soleil sur la peau. Il y rencontra d'autres retraités. Pierre, 72 ans, ancien ingénieur, Suzanne, 68 ans, bibliothécaire à la retraite, Michel, 80 ans, ancien combattant. Ils échangeaient des astuces, des souvenirs, et prenaient parfois un café. Malgré la fatigue occasionnelle, ils se rendaient à ses contrôles de tension à la clinique de Villeurbanne. Ils rentraient crottés, heureux, et rajeunis. Monique trouva sa place à la médiathèque de Villeurbanne. Elle intégra un club de lecture le jeudi matin, un groupe de 12 femmes de 55 à 82 ans, qui dévoraient tous les genres littéraires. Elle se mit aussi à animer l'heure du conte avec Chloé, lisant pour des dizaines de tout-petits et leurs parents. Monique se fit des amis. Colette,
une autre grand-mère qui élevait son petit-fils. Aurélie, une mère de 3 enfants qui pratiquait l'école à la maison. Françoise, une infirmière à la retraite qui devint sa confidente. Elles échangeaient recettes, conseils, et déjeunaient ensemble de temps en temps. Je n'avais pas eu d'amis depuis si longtemps, confia Monique à Lucas un soir. À la retraite, on s'est retrouvés tous les deux. Ça fait du bien d'avoir des gens à soi, des gens qui m'apprécient pour moi, pas comme la femme ou la mère de quelqu'un. Lucas s'investit dans son nouveau poste chez Hartmann Property. Le travail était exigeant, gestion d'acquisition dans toute la région, coordination avec les investisseurs, évaluation de projets, déplacements occasionnels. Mais c'était passionnant. Son salaire avait presque doublé. Pour la première fois depuis la mort de Jennifer, Lucas n'était plus à court d'argent. Il solda les frais médicaux en novembre. Il se constitua une épargne. Il pouvait acheter des vêtements neufs à Chloé sans angoisser. En décembre, sa première évaluation fut élogieuse. À la fin de l'année, il reçut une prime conséquente et une augmentation, portant son salaire à 106 000 €. Pour fêter ça, il invita Jean et Monique dans un grand restaurant. Je n'aurais jamais cru retrouver une telle sécurité financière, avoua Lucas au dessert. J'avais accepté l'idée de vivre chichement. Mais ça, c'est autre chose. Tu l'as mérité, dit Jean. Tu as travaillé dur. Tu mérites ce qui t'arrive. En décembre, Lucas rencontra Léa Martin à une fête de Noël de quartier, chez Colette, l'amie de Monique. Léa était infirmière à l'hôpital de Villeurbanne. 35 ans, divorcée, sans enfant. Elle avait des yeux bruns pétillants, un rire communicatif, et l'air un peu fatigué de celle qui enchaîne les gardes de 12 heures. Ils discutèrent pendant 3 heures de tout et de rien. Elle le fit rire comme personne depuis des mois. Il se surprit à lui parler de Jennifer, de l'accident, du deuil. « Pardon, dit-il. C'est un peu lourd pour une fête. » « Non, dit Léa. C'est moi qui ai posé la question. Les gens font comme si le deuil n'existait pas. Mais il est là. Il fait partie de vous. Ça vous gêne? Pourquoi? Vous aimiez votre femme. C'est beau. Ça n'empêche pas d'aimer à nouveau. À leur deuxième rendez-vous, un dîner taille et une balade au parc, Lucas mit carte sur table. Il faut que tu saches quelque chose avant d'aller plus loin. Ma famille est spéciale. Il y a Chloé, bien sûr, mais aussi Jean et Monique. Ils sont sous ma responsabilité légale. Ils vivent avec moi. Ils ne partiront jamais. Si c'est trop pour toi, si tu cherches quelque chose de plus simple, je comprendrai. Mais je ne choisirai pas. Léa le dévisagea un instant. Puis elle éclata de rire. Tu es sérieux? Oui. Lucas. Tu as une enfant en bas âge, et 2 grands-parents de cœur qui t'aident pour la garde, la maison, la cuisine. C'est le rêve. La plupart des parents solos que je connais tueraient pour ça. Et tu t'excuses d'avoir une famille géniale. Ce n'est pas conventionnel. Et alors? Coupa Léa. Le conventionnel, c'est surfait. Je préfère l'authentique. Elle était sincère. Léa vint dîner la semaine suivante, joua avec Chloé, parla littérature avec Monique, jardinage avec Jean. Elle trouva sa place, naturellement. 8 mois plus tard, par une douce soirée de juillet, dans leur jardin, Léa fit sa demande. Lucas était au barbecue. Jean montrait à Chloé comment reconnaître les herbes aromatiques. Elle connaissait le basilic, la menthe, la coriandre. Monique mettait la table. Léa s'avança au milieu de la pelouse. « J'ai quelque chose à vous dire. » Tous se tournèrent vers elle. Léa posa un genou à terre et sortit un écrin. « Lucas Dubois, dit-elle. Je ne te demande pas d'épouser juste moi. Je demande à épouser tout ça. Cette magnifique, compliquée, famille choisie. Veux-tu m'épouser? » Chloé applaudit, sans comprendre, mais sentant l'importance du moment. Monique avait les mains devant la bouche. Jean rayonnait. Lucas dit oui. Ils se marièrent en février, 18 mois après leur rencontre. Une cérémonie intime dans une petite chapelle de Villeurbanne. 40 invités. Amis du travail, voisins, le club de lecture de Monique.
Valérie et sa fille Camille étaient là, assises au fond. Valérie avait, prudemment, regagné une place dans la vie de ses parents au cours des 2 dernières années. Les appels mensuels étaient devenus bimensuels, puis mensuels. La relation ne serait plus jamais la même. La confiance, une fois brisée, laisse des cicatrices. Mais quelque chose de nouveau, de plus honnête, se construisait. Antoine avait été invité, mais n'avait pas répondu. Certaines portes restent closes. Jean accompagna Lucas jusqu'à l'hôtel. Monique fut sa témoin, en larmes du début à la fin. Chloé, 2 ans et demi, était la demoiselle d'honneur, semant des pétales avec enthousiasme. Léo Dubois, 3 mois, dormit pendant toute la cérémonie dans les bras de Monique. Le fils de Lucas et Léa, prénommé en l'honneur de l'homme qui avait appris à Lucas ce qu'était une famille. Jennifer t'aurait adoré, murmura Monique à Léa pendant la réception. Léa, en larmes, la serra dans ses bras. Je l'espère. J'espère être à la hauteur de ce qu'elle a commencé. Les années qui suivirent furent une succession de bonheur simple, un luxe après tout ce qu'ils avaient traversé. Chloé entra à l'école maternelle, puis en primaire. Brillante, sociable, généreuse. Un jour, elle utilisa tout l'argent de son anniversaire pour acheter des livres pour sa classe, parce que, certains enfants n'ont pas de livres à la maison, papa. Léo devint un petit garçon calme et observateur, le portrait de son père avec le caractère de sa mère. Passionné de construction, il passait des heures avec des cubes, des Legos, puis les outils de Jean. Jean leur transmit son amour du jardinage. Chloé eut sa propre parcelle à 6 ans, où elle cultivait des tomates cerises et des œillets d'Inde. Léo préférait les outils, apprenant à manier le marteau, le niveau et la scie sous l'œil attentif de Jean. Monique leur lisait une histoire chaque soir. Des classiques, des albums, puis des romans. Quand Chloé fut plus grande, elle leur apprit à cuisiner, jucher sur des tabourets, cassant des œufs, mesurant la farine. Valérie regagna peu à peu sa place. Cela prit des années. Les appels mensuels devinrent bimensuels, puis mensuels. La relation ne fut jamais plus la même, mais elle se reconstruisit, plus honnête, plus fragile. Camille, la fille de Valérie, fut plus assidue. Elle appelait ses grands-parents chaque semaine, venait avec ses enfants une fois par mois. Chloé et Léo connaissaient leurs cousins, les considérant comme une famille élargie. La vie était douce, stable. Jusqu'en novembre, 7 ans après cette nuit glaciale en Provence. Monique s'effondra en préparant le petit déjeuner. Une crise cardiaque. Lucas était à l'étage avec Léa. Il entendit le bruit sourd, un corps qui heurte le sol. Il dévala les escaliers. Monique gisait dans la cuisine. Jean était à genoux près d'elle, le visage livide. « Appelle les secours !» cria Lucas à Léa, en s'agenouillant à côté de Monique. Le pouls était faible, irrégulier. Il commença un massage cardiaque, tandis que Jean lui tenait la main, murmurant son nom. L'ambulance arriva en 7 minutes. Les secours posèrent des questions, Lucas répondit machinalement. Âge ? 78 ans. Antécédents ? Hypertension contrôlée, arthrite. Pas de problème cardiaque connu. Ils installèrent Monique sur une civière. Jean voulut monter, mais on l'en empêcha. Une seule personne. Lucas, son accompagnateur légal. Je conduis, papy, dit Léa. Chloé, Léo, vous allez chez Colette. Allez. À l'hôpital, ils apprirent que Monique souffrait de problèmes cardiaques depuis des mois, sans rien dire. Des angines de poitrine qu'elle prenait pour des indigestions. Une fatigue qu'elle mettait sur le compte de l'âge. Un essoufflement qu'elle attribuait à sa mauvaise condition physique. Je ne voulais pas déranger, murmura-t-elle, la main dans celle de Jean, au milieu des machines. Elle semblait si frêle. Tu ne déranges jamais, dit Lucas, la gorge nouée. Tu m'as sauvé. Tu as sauvé Chloé. Tu es tout pour nous. Monique sourit faiblement. J'ai eu 7 ans de bonus. 7 ans de bonheur, de famille. 7 ans en tant que mamie. J'ai vu ton amour pour Léa, j'ai connu Léo. C'est plus que ce que beaucoup ont. Plus que ce que je méritais. Tu méritais plus, dit Jean, les larmes coulant sur son visage. Personne n'a ce qu'il mérite, murmura Monique. On a ce qu'on a.
Et je t'ai eu, toi, Jean. Pendant 58 ans. J'ai eu Lucas quand on touchait le fond. J'ai eu Chloé et Léo. J'ai eu Léa. J'ai retrouvé une famille. Ça me suffit. Elle s'éteignit 3 jours plus tard, le 16 novembre. Paisiblement, entouré des siens. Jean lui tenait une main, Lucas l'autre. Léa était derrière Lucas, la main sur son épaule. Chloé et Léo étaient à la maison, Monique l'avait exigé. Ses derniers mots furent pour Jean, merci pour ces 58 ans. Merci de ne pas avoir baissé les bras quand Nicolas nous a tout pris. Merci d'être resté. Jean chuchota, je te choisirai toujours. Les funérailles eurent lieu 2 jours plus tard, dans la chapelle de leur mariage. Plus de 100 personnes. Voisins, amis du club de lecture, du jardin, famille de l'heure du conte, collègues, amies infirmières. Valérie était là avec Camille et ses enfants, pleurant tout le long. Le chagrin se mêlait au regret du temps perdu. Après l'enterrement, Jean sembla se recroqueviller. La flamme dans ses yeux s'était éteinte. Il errait dans la maison comme une ombre. Je ne sais pas vivre sans elle, confia-t-il un soir de décembre. On était ensemble depuis mes 18 ans. Même dans les pires moments, elle était là. Maintenant, il n'y a plus personne. Il y a nous, dit Lucas. Moi, Léa, Chloé, Léo. Je sais. Mais ce n'est pas pareil. C'est comme si on m'avait arraché la moitié de moi-même. Alors on t'aidera à marcher, dit doucement Léa. L'hiver fut long. Jean s'accrochait à sa routine, le jardin, les leçons de bricolage à Léo, mais il semblait s'effacer, comme une vieille photo. Puis, un après-midi de mars, on frappa. Lucas ouvrit. C'était Nicolas Duval. La colère l'envahit. Nicolas était méconnaissable. Maigre, le teint jaune. 3 ans de prison et une libération pour raison médicale, visiblement trop tardive. À ses côtés, un homme en costume, une mallette à la main. M. Dubois, dit l'homme. Agent Dubois, agent de probation de M. Duval. Il est en phase terminale. Il a demandé à vous voir. Je suis là pour superviser. Je me fiche qu'il soit mourant, dit Lucas. Il n'a rien à faire ici. Je veux juste voir Jean, dit Nicolas d'une voix rauque. Pas longtemps. Non, commença Lucas. Mais la voix de Jean retentit derrière lui. Laisse-le parler. Lucas se retourna, stupéfait. Jean était là, épuisé, mais digne. S'il te plaît, Lucas, dit-il doucement. Laisse-le entrer. À contre-cœur, Lucas s'écarta, se plaçant en rempart. Nicolas entra, une petite boîte en carton à la main. Je suis venu m'excuser, dit Nicolas. Pas comme au tribunal. Vraiment. Pour ce que je vous ai fait, avouez à Monique. Tes excuses ne nous rendront pas notre argent, dit Jean sèchement. Ni Monique. Je sais. Mais ça. Nicolas lui tendit la boîte. 22 000 €. Tout ce que j'ai. Mon salaire de prisonnier et l'héritage de ma mère. L'agent Dubois était là. Ce n'est rien, je sais. Mais prends-le. Il déglutit. Je vais mourir. 6 mois, peut-être moins. Ils m'ont libéré parce que ça ne sert à rien de garder un mourant en prison. Je ne peux pas partir sans avoir essayé de réparer. L'agent Dubois confirma d'un signe de tête. C'est en règle. On ne veut pas de ton argent, dit Jean, la voix tremblante. Je sais. Mais j'ai besoin que tu le prennes. Le visage de Nicolas se crispa. Valérie m'a dit pour Monique. Qu'elle est morte heureuse, entourée des siens. Une vraie famille. Je suis content pour vous. Content que quelqu'un soit resté quand j'ai tout fichu en l'air. Jean le fixa longuement. Colère, chagrin, et autre chose. Il prit la boîte. Je te pardonne. Nicolas chancela. L'agent le retint. Comment? Comment peux-tu? Après tout. Les derniers mots de Monique, c'était de ne pas gâcher sa vie dans la haine, dit Jean. Lucas m'a appris que la famille, c'est un choix. Le choix de rester, de pardonner, même l'impardonnable.
J'ai eu cette année magnifique avec des gens qui m'aimaient. Je ne vais pas salir ça avec de la rancœur. Il s'approcha. Je te pardonne, Nicolas. Pas parce que tu le mérites. Tu ne le mérites pas. Mais parce que moi, je mérite la paix. Nicolas s'effondra en sanglots. Lucas assistait, médusé, à cet acte de miséricorde incroyable. C'est toi qui m'as appris ça, dit Jean à Lucas. Quand quelqu'un se noie, on ne ferme pas la porte. Même si c'est lui qui vous a poussé. Nicolas resta 1 heure. Il parla de sa désintoxication en prison, de sa thérapie, de ses tentatives de rédemption. La plupart des victimes avaient refusé de le voir. Je ne leur en veux pas, dit Nicolas. Je mérite leur haine. La haine ne détruit que celui qui la ressent, répondit Jean. Tu as détruit mon passé, mais Lucas m'a offert un avenir. Et je ne vais pas l'empoisonner. Au moment de partir, Jean les arrêta. Valérie veut te voir. Elle a besoin de tourner la page. Je lui dirai que tu es d'accord. L'agent tendit une carte à Lucas. Ce que vous avez construit ici est exceptionnel. Je n'ai jamais vu ça. Après leur départ, Lucas se tourna vers Jean. Je ne comprends pas comment tu as pu. Il ne m'a pas tout pris, dit Jean. J'ai eu 7 ans de plus avec Monique. Je vous ai trouvé. J'ai été papy pour Chloé et Léo. Il m'a pris des choses, mais pas l'amour. Nicolas mourut 3 mois plus tard. Jean assista à l'enterrement, à la demande de Valérie. Lucas et Léa l'accompagnèrent. Valérie était là, dévastée, pleurant l'homme qu'elle avait quitté mais jamais totalement oublié. Camille la soutenait. Papa, dit Valérie. Tu es venu. Après tout ce qu'il a fait. Il était de la famille, dit Jean. Brisé, abîmé, mais la famille. Et tu es ma fille. Les deux sont vrais. Il y avait peu de monde à l'enterrement. Jean demanda à dire quelques mots. Nicolas Duval nous a tout pris, à ma femme et à moi, dit-il. L'argent, la sécurité, la confiance. Il nous a abandonnés dans le froid. Valérie pleurait. Mais ce faisant, continua Jean, il m'a mené à Lucas Dubois. Un étranger qui lui a ouvert sa porte alors qu'il était lui-même en train de couler. Un homme qui m'a appris que la famille, ce n'est pas le sang. C'est le choix de rester. D'ouvrir les portes. Il respira profondément. Nicolas est mort pardonné. Non pas qu'il l'ait mérité. Mais parce que Monique et Lucas m'ont appris que le pardon, c'est refuser de laisser le mal gagner. Nicolas a volé notre passé, mais Lucas nous a donné un avenir. Un avenir bâti sur la bonté, pas la vengeance. Il regarda Valérie. Nicolas est parti, mais tu es là. Tu as regagné ta place, lentement. La porte est toujours ouverte. Elle l'a toujours été. Il te suffit de la franchir. Jean mourut 4 mois plus tard, en octobre. À 83 ans, dans son sommeil. 8 ans, jour pour jour, après que Lucas lui eut ouvert sa porte. Dans ces derniers mois, il apprit à Léo à mesurer 2 fois avant de couper, il assista au match de foot de Chloé, et il renoua des liens fragiles avec Valérie et Camille. Il laissa une lettre, pour eux tous. Ma chère famille, si vous lisez ces mots, c'est que je suis parti. Mais je veux vous dire ce que ces 8 années ont représenté. Je veux que vous, Chloé, Léo, et Lucas, entendiez ça ensemble. Car tout ce que j'ai appris, tout ce que je laisse, vous appartient. Par une nuit de novembre glacial, quand Monique et moi avions tout perdu, votre père nous a ouvert sa porte. Il était lui-même au bord du gouffre, un veuf avec un bébé en pleurs. Et pourtant, il a choisi d'aider. Ce simple choix nous a sauvés et a tout reconstruit. Lucas, tu m'as appris que la famille, ce n'est pas le sang, c'est un choix. Le choix de rester. Tu as ouvert ta porte quand tu avais toutes les raisons de la garder fermée. La vie t'avait tant pris, et pourtant tu as continué à donner. C'est le plus bel amour que j'ai connu. Tu es devenu mon fils. Chloé, quand tu liras ça, tu comprendras comment notre famille s'est construite. Tu étais un bébé en souffrance, et pourtant, tu as été notre lumière. Souviens-toi de ça, les plus belles choses arrivent quand on ouvre les portes, pas quand on les ferme. Sois bonne. Reste quand les autres partent.
C'est notre héritage, à Monique et à moi. Léo, tu portes mon nom, un honneur inespéré. Je t'ai appris à construire avec tes mains, mais les plus belles constructions sont faites d'amour et de choix. Construis des choses qui durent. N'oublie pas, la famille, ce n'est pas ce qui te donne la vie, c'est ce qui reste. À vous tous, Monique et moi avons eu cette année de bonus. On a vu Chloé grandir, on a aidé à élever Léo, on a vu Lucas aimer à nouveau. On a été mamie et papy. On a compté de nouveau. L'argent que Nicolas nous a volé n'est rien à côté de votre bonté. Nicolas a pris notre passé, mais Lucas, tu nous as donné un avenir. Alors, gardez la porte ouverte. Pour Valérie, qui essaie. Pour les inconnus qui frappent. Pour tous ceux qui se noient. On ne sait jamais qui on sauve en sauvant les autres. Merci de nous avoir donné un foyer, un but, une famille. Avec tout mon amour. Papy. Lucas ne put finir la lettre sans pleurer. Léa lui tenait la main, Chloé l'autre. Léo était sur ses genoux. Valérie et Camille étaient là, de nouveaux membres de la famille, blessés mais en voie de guérison. 5 ans plus tard, Lucas avait 44 ans. Chloé voulait devenir assistante sociale. Mamie m'a montré ce que c'est d'aider, disait-elle. Et papy, ce que c'est de rester. Léo, 7 ans, voulait être architecte. Léa travaillait toujours à l'hôpital, le pilier de leur vie. Valérie était devenue une présence familière. Dîner du dimanche, shopping avec Chloé, gâteau de Monique avec Léo. Les enfants de Camille venaient souvent, apprenant l'histoire de leur famille. Lucas acheta la maison, un lieu chargé de souvenirs. Les livres de Monique, les outils de Jean, les tomates de Léo. Il était devenu vice-président des acquisitions, mais la famille passait toujours avant tout. Puis un soir de novembre, 14 ans après le premier coup à la porte, on frappa de nouveau. Léo se précipita. Une jeune femme se tenait sur le seuil, un bébé endormi dans les bras, épuisé, désespéré. « Pardon, dit-elle, la voix tremblante. Ma voiture est en panne, à quelques rues. Mon téléphone est mort. Mon bébé a besoin de ses médicaments. J'ai vu de la lumière et... » Elle s'interrompit en voyant Lucas. Il reconnut ce regard. Le même que celui de Jean et Monique, des années plus tôt. Le regard de quelqu'un qui se noie. « Entrez, dit Lucas sans hésiter. Tous les deux, entrez. Je ne peux pas payer, murmura-t-elle. Ce n'est pas la peine, dit Lucas doucement. Vous avez besoin d'aide, c'est tout. Léa le rejoignit, déjà en train d'appeler un dépanneur. Chloé descendit en courant. Léo observait, les yeux grands ouverts. Je prépare la chambre d'amis, dit Chloé. La jeune femme s'appelait Manon, son fils Hugo, 4 mois. Colique, épuisement. Laissez-moi essayer, dit Léa. Elle le prit comme Monique l'avait fait avec Chloé, sur le ventre, le long de l'avant-bras, massant doucement son dos. 7 minutes plus tard, il dormait. Manon fondit en larmes. Comment? Rien ne marche. On me l'a appris, dit Léa. Et on transmet. Ils appelèrent un dépanneur, allèrent chercher les médicaments, servirent un repas chaud à Manon. Chloé la fit parler. Léo lui montra son château en Lego. Papy m'a appris à construire des choses solides, dit-il gravement. Manon resta 3 jours. Ils l'aidèrent à trouver un logement, des aides, lui offrirent une pause. En partant, elle tendit 200 € à Lucas. Pour votre gentillesse. Je ne pourrai jamais vous rendre. Ne rendez rien, dit Lucas. Mais un jour, quand ça ira mieux, si quelqu'un frappe à votre porte, ouvrez-la. C'est le seul paiement. Manon pleura de nouveau. Je le ferai. Promis. J'expliquerai à Hugo ce que vous avez fait pour nous. Après son départ, ils se retrouvèrent au salon. On va continuer à faire ça, hein? Demanda Chloé. Oui, dit Lucas. Léo construisait. Quand je serai grand, je construirai des maisons pour les gens qui n'en ont pas. Comme papa a donné une maison à mamie et papy. C'est un beau projet, dit Lucas en le serrant contre lui. Valérie dit doucement, papa, j'en serais fier de ce que tu as construit. De ce que nous avons construit, corrigea Lucas. Tous ensemble.
La sonnette pouvait retentir à nouveau. Demain, la semaine prochaine, dans des années. Quelqu'un en détresse, au bout du rouleau. Et Lucas savait qu'il ouvrirait. Parce que la famille, ce n'était pas le sang. C'était le choix de rester. D'aider. D'ouvrir la porte. Et la porte resterait toujours ouverte. Pour le prochain.